Bonjour à tous, c'est le live qui est cette fois-ci le lundi soir. Donc lundi soir, jeudi soir, on est lundi soir. Et on se retrouve donc à 19h. 19h pour parler de trois petites choses. La première, un témoignage qui est en fait tiré du livre de Hubert Ripoll qui s'appelle Mémoire de là-bas, qui est sorti en 2012 et qui est vraiment très bien, je le conseille à plein de monde. Deuxième point, c'est évidemment Perego, dont je vous ai mis quelques photographies depuis hier pour essayer un peu de trouver euh, les, euh, les marques de Perego, enfin, arriver à se repérer un petit peu là-dedans, ce qui n'est pas forcément évident. Même moi aujourd'hui, je n'y suis pas toujours très clair. Et dernier point, je ferai un petit clin d'œil au train actuel, puisque Perego était quand même sur deux lignes, la ligne Est-Ouest qui allait d'Alger à Oran et la ligne Nord-Sud qui allait de Harzeux à Mascara et même plus bas que ça. Donc on attaque avec le témoignage de Elisabeth dans le livre de Hubert Ripoll. Et elle écrit: en Algérie, mes parents avaient beaucoup d'amis. Alors Elisabeth, c'est une fille, c'est une enfant de pied noir qui vit en Allemagne actuellement. En Algérie, mes parents avaient beaucoup d'amis et au vu des photos qu'ils ont emportées, ils avaient une vie culturelle riche. Cinéma, théâtre, sorties. Ça, c'est comme Oran, c'était une vie culturelle très riche, d'autant plus que ces villes-là, c'était à l'époque des villes françaises et que c'était parmi les plus grandes villes françaises. Oran, c'était la cinquième ville, Alger, c'était la quatrième ville. Donc il y avait une vie culturelle qui était très forte, même si c'était une vie culturelle populaire. Salut Martine. Ils allaient beaucoup à la plage et lorsqu'ils sont arrivés en France, tout s'est arrêté. Ça, c'est classique chez les Pieds Noirs. C'est vraiment une bascule très très forte. Il y avait une vie très forte en Algérie. Et quand ils arrivent en France, ils se retrouvent très isolés. Et ça devient un petit peu catastrophique pour eux. Tout a changé du jour au lendemain. Plus de vie culturelle, plus d'amis. Ce n'était pas à cause de leurs conditions matérielles qui étaient plutôt bonnes et qui leur permettaient de continuer à vivre à peu près de la même façon. Comme ils le disaient, ils avaient tout perdu. Tout perdu, c'est être vide. C'est ça qui est fondamental, je crois, à comprendre si on veut comprendre l'esprit pied noir. C'est pas tellement la perte matérielle. Cela dit, il y a eu des pertes matérielles très fortes. Dans ma famille, partout, il y a eu des pertes matérielles très fortes, mais au fond, c'est pas ça qui a été le plus traumatisant. Tout perdu, c'est être vide. Ça, c'est un point qui est important. Perdu ses morts, perdu ses distractions, ses amis, ses repères. Cela me faisait mal de les voir vivre comme ça. Et alors, il y a Hubert Ripoll qui lui pose une question. Son silence traduisit la tension causée par l'exercice que je lui imposais, donc d'essayer de se rappeler un petit peu ça. J'ai dû lui demander de continuer, et elle continue. J'ai des racines pieds noirs que j'essaie de faire passer chez mes enfants. Ça, c'est un point qui est important. Alors, j'ai pas voulu prendre tout le témoignage d'Elisabeth parce qu'il est quand même relativement long. J'ai juste pris une partie. Je leur ai fait des DVD de toutes les photos que mes parents avaient ramenées, que je leur ai données. C'est un témoignage visuel de la façon dont nos ancêtres vivaient là-bas. Mes amis qui n'ont pas connu cette situation ne feraient certainement pas ça pour leurs enfants, ça aussi c'est sûr. Mais eux, ils peuvent toujours retourner sur les lieux où ont vécu leurs ancêtres, pas moi. Lorsque mon père est décédé, ça c'est encore un point qui est important, je me suis dit qu'il était temps de rassembler les souvenirs. J'ai demandé à ma mère de dater ces photos, de les localiser et de m'expliquer ce qu'elles montraient. Bon, je trouve ce témoignage très bien et encore une fois, je l'ai coupé et je vous conseille vraiment. Alors, j'ai pas la photo là, je l'avais, mais j'arrive pas à me la retrouver du livre d'Hubert Ripoll parce que moi, je sais même plus où je l'ai fichu parce que j'en ai tellement que je sais plus où ils sont. Mais dans ce livre d'Hubert Ripoll qui s'appelle Mémoire de là-bas, il y a énormément de témoignages et ces témoignages ils sont passionnants parce qu'ils reprennent les trois générations, c'est-à-dire la génération vraiment des anciens qui sont nés, je sais pas, dans les années 30, quelque chose comme ça, là-bas, puis les témoignages des pieds noirs qui étaient jeunes adolescents comme mes parents à Oran, puis ma génération à moi. Et Elisabeth fait partie de ma génération à moi. Et il y a les trois types de témoignages, donc on navigue vraiment dans les effets secondaires de l'exode chez toutes les générations. Et chez elle, on voit bien l'effet que ça a eu, dans le sens où elle s'est ressentie l'obligation de construire des DVD dans lesquels il y avait toutes les photos pour pouvoir les donner à ses enfants. Et pareil, lorsque son père est décédé, comme moi quand ma mère est décédée, c'est comme moi quand ma mère est décédée, j'ai une connexion qui est faible, j'ai l'impression. Quand ma mère est décédée, j'ai eu le besoin de me plonger dans cette histoire et de me fabriquer quelque chose. C'est pareil, lorsque mon père est décédé, je me suis dit qu'il était temps de rassembler les souvenirs. J'ai demandé à ma mère de dater
ces photos, de les localiser et de m'expliquer ce qu'elles montraient. Ça, je trouve, alors j'en ai pas parlé de ça, mais c'est vrai que, parce que moi je suis obsédé par le dictaphone, mais il y a le dictaphone et puis il y a aussi toutes les photographies, les écrits, et je crois que c'est important d'aller voir les anciens pour leur demander de donner des explications sur les photos. Alors moi, j'ai pas eu cette idée-là parce qu'en fait, j'avais pas de photos. Mon père, il avait quelques petites photos, mais en fait très peu de photos. Il y avait juste des petites photos de famille comme ça, mais en fait, il y a des gens qui ont des photos qui sont bien plus importantes, et ça vaut le coup, pareil, évidemment, de les enregistrer à eux, mais aussi d'aller demander les photos, qu'est-ce que c'est cet endroit, c'est quoi le nom de la rue, où est-ce qu'elle était la maison, à qui elle appartenait, etc., etc. Ce sont des démarches qui sont vraiment très très fortes, et encore une fois, c'est souvent quand il y a quelqu'un qui décède qu'on se retrouve avec le besoin de faire ça, mais je suis ici pour dire qu'il ne faut surtout pas attendre que les gens décèdent, parce qu'évidemment, quand ils décèdent, on a perdu une moitié du chemin et on s'en va voir l'autre. Et c'est exactement comme ce qui s'est passé avec elle. Moi, ma mère est décédée, je suis allé voir mon père, mais elle, c'est son père qui est décédé, elle était allée voir sa mère, et elle lui a demandé de tout dater, et ainsi de suite. Et ça, c'est quand même dommage. Martine me dit, mes parents sont venus sans photo, des membres de la famille leur en ont donné. Oui, oui, mais ça c'est sûr que moi c'est pareil. Je veux dire, je pense que euh, j'ai pas retrouvé, j'ai pas retrouvé dans les papiers de mes grands-parents des photographies de l'Algérie. Alors j'ai retrouvé, si, il y avait, si je me trompe, il y a des albums, il y a des albums, mais évidemment mes grands-parents malheureusement ils étaient plus là quand j'ai eu les albums. Résultat, je ne sais pas forcément toujours où est-ce que c'est pris, par qui c'est pris, et ainsi de suite. Et c'est dommage. Et c'est vrai que je pense que il faut vraiment aller demander aux gens où est-ce qu'ils ont pris les photos et tout ça. Ce qui est terrible, c'est que c'est souvent, on a besoin qu'ils meurent pour avoir, je sais pas, pour avoir ce déclic. Mais c'est dommage de ne pas avoir ce déclic avant, et à mon avis, il faut avoir ce déclic avant. Si on a ce déclic avant, on se prépare quand même des jours un petit peu mieux. Salut Dominique. Donc voilà ce que je voulais dire là-dedans, il y a énormément de choses, et alors encore une fois je conseille d'aller prendre le livre d'Hubert Ripoll, je vous mettrai le lien dans la lettre vendredi si jamais vous n'êtes pas allé voir avant, parce que vraiment il y a énormément de choses, et comme il y a les 3 générations, c'est quand même énorme. Martine me dit, un oncle a décédé, et mon cousin m'a envoyé des photos que ma mère a datées également et expliquées. Bon, ben, je pense que c'est une excellente démarche. En tout cas, ça fait partie de tous les éléments de réconciliation. Je considère qu'aller en Algérie, c'est un élément de réconciliation. Se rapprocher de la communauté pied noir, c'est un élément de réconciliation. Et faire tout ce travail-là, de dater les photos, de discuter avec les gens, de les obliger à mettre des noms et des dates sur les lieux, c'est super important pour tout un tas de raisons. Et le problème, c'est que bien souvent, il faut passer au-delà de la guerre et des grands discours et ainsi de suite. Mais ensuite, on arrive à leur faire mettre des noms, des dates, des lieux et ainsi de suite. Et quand on a ça, quelque part, je sais pas, c'est comme si on reconstruisait un petit pays, un petit lieu, et on va mieux, quelque part, quand on arrive à faire ce travail-là. C'est essentiel pour moi. Bon, deuxième point, Périgueux. Alors, Périgueux, j'ai travaillé un peu Périgueux, c'est pas évident. Il y a ce petit blason-là, je crois que je vous l'ai mis tout à l'heure dans la journée, avec quelques petites explications. Alors, il est bien ce blason parce qu'il y a vraiment tout. C'est l'urgence du temps qui passe qui pousse à chercher tout cela. Oui et non. Le problème, c'est que c'est souvent un déclic. Pour moi, c'est pas l'urgence du temps qui. Enfin, je sais pas si c'est l'urgence du temps qui passe. C'est clairement, bien souvent, la mort de quelqu'un. La plupart du temps, c'est la mort d'un grand-parent. Parce que moi, ma mère, elle est morte jeune, elle avait 63 ans, mais elle était malade, elle avait une sclérose en plaques. Donc, je me suis retrouvé, moi, jeune, entre guillemets, à 40 ans, à commencer à chercher ces petites histoires-là. Et c'est souvent parce qu'il y a un déclic comme ça, il y a quelqu'un qui disparaît, qui fait que, tac, on s'en va plonger dans l'histoire. Mais j'ai pas d'autre mot que c'est dommage. Voilà, c'est dommage, quoi. C'est-à-dire qu'il faudrait arriver à passer au-dessus, il faudrait arriver à avoir un déclic autre que la mort de quelqu'un, c'est quand même bien dommage. Mais voilà, ouais, mais on va vers les membres de la famille encore vivants, justement, à partir de ce déclic. Oui, oui, je suis d'accord. C'est dommage que le déclic, ça soit la mort de quelqu'un. Parce que souvent, c'est la mort de quelqu'un qui a une mémoire quand même. C'est la mort de quelqu'un qui a une mémoire proche, quoi. Et moi, c'est la mort de ma mère. Et le pire, c'est que j'avais enregistré ma mère. Le pire, c'est que j'avais enregistré ma mère et j'ai perdu les enregistrements. On peut pas faire pire, mais je pense que c'est de l'ordre de l'acte manqué qui fait qu'on perd. On perd parce qu'on veut pas voir. Mais bon, c'est quand même dommage. Ça, c'est le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est quand même dommage. Salut Asia. Donc, Périgueux.
Quelques petites choses. Alors, je vous avais mis des éléments. Des éléments. Castra Nova, en haut là. Ça fait référence à une ville romaine du 1er siècle après Jésus-Christ qui avait plus ou moins à Périgueux. Il semblerait qu'il y ait quelques ruines visibles, mais pas dans Périgueux, mais un peu à côté. Mais à vrai dire, c'est tellement faiblard qu'on ne sait pas trop. Puis, il y a le train. Alors, le train, c'est fondamental. Le train, c'est fondamental parce que Périgueux s'est retrouvé, mais pas à sa création. Enfin, pas tout à fait à sa création. Enfin, je vous en parlerai un peu après, mais enfin, s'est retrouvé sur la grande ligne Alger-Oran, sur le chemin. Et comme en vérité, ils étaient aussi sur la verticale de Mostaganem, enfin Arzeu plutôt, Arzeu, Mascara, bah, ils se sont retrouvés au croisement entre les deux et finalement c'est devenu un centre ferroviaire très important. Ça a aidé au développement. Mais enfin bon, il y a l'agriculture qui a beaucoup aidé au développement, ce qui fait que c'est devenu un centre quelque part. Un centre entre le nord et le sud et un centre entre l'ouest et l'est, enfin entre l'ouest et l'est. Donc ce train-là, évidemment, il est fondamental, même si j'en parlerai pas plus que ça, parce que bon voilà, les trains, il n'y a pas non plus des milliards de tonnes à dire dessus. Dessous, il y a des petits barrages. Alors ce dessin-là, il me questionne un peu, parce que je pense que en fait, c'est ce qu'on appelle un réservoir. C'est-à-dire qu'il y a le barrage, mais à côté, on met un mur qui est un peu plus bas, qui s'appelle un réservoir, ce qui fait que quand ça monte trop haut, ça se déverse par le réservoir. Et je pense que c'est ce qu'il y a là, ici, c'est plutôt le réservoir. Mais en tout cas, ça veut dire tout simplement qu'on a maîtrisé l'eau et pour l'irrigation, et ça c'était crucial parce que c'est ça qui a permis vraiment le grand développement de Périgueux. Hein. Puis on a évidemment de l'agriculture et notamment ici des oranges. Et alors on verra avec un type quand même que je ne sais pas, certains connaissent peut-être ceux qui connaissent un peu Oran, parce que je me suis rendu compte que je connaissais ce bonhomme-là qui s'appelle Vincent Montréal. Ce type-là, en fait, il a un stade à Oran, et je connaissais ce stade, sauf que j'avais jamais cherché l'origine du nom. Il y a le stade Montréal, que mon père connaissait, il m'a dit stade Montréal comme ça, et je n'avais jamais cherché vraiment qui c'était ce Montréal, ni même si c'était quelque chose, ou une ville ou quoi, et je me suis rendu compte que c'était lui. Et lui, c'est de la vie de pas mal de monde, le véritable inventeur de la clémentine. Mais inventeur parce qu'il a réussi à la propager plus tard. Bon, j'ai le téléphone qui sonne, vous laissez tomber, et moi aussi je laisse tomber. Donc, Périgueux. Alors Périgueux, ça commence tôt. Hein. Ça commence vraiment, mais vraiment très tôt. Et ça commence surtout avec des batailles contre Abdelkader. Martine me dit, mes parents ont continué à le voir quand il s'est installé à Nîmes avec sa famille. Tout à fait, il était à Nîmes. Quand il s'est rapatrié, il est rapatrié à Nîmes. Et ensuite, hein, il est mort, je crois, en 79, quelque chose comme ça. Alors, je sais pas trop ce qu'il a fait à Nîmes, mais ça me questionnait parce que puisqu'il y a Santa Cruz à Nîmes, je me disais bah, peut-être qu'il a participé, même si j'ai pas vu son nom, peut-être qu'il a fait des choses autour de Santa Cruz. Mais apparemment, c'était aussi un grand sportif, ce bonhomme. Et il a fait des choses qui étaient importantes, même à Nîmes. Après, il a continué à s'investir dans les associations sportives. Mais enfin, lui, il est de Périgueux. Enfin, pas tout à fait de Périgueux, il est de Rélisane, mais son beau-père était de Périgueux. Et il a pris la relève de son beau-père et il a fait fleurir tout ça là, et il a bien marché. Salut, c'est Bridal. Donc, au niveau de l'histoire, ce qui est important quand même, c'est que très tôt, à Périgueux, il y a rien à Périgueux, hein, enfin il n'y a rien. Il y a des petits marabouts, enfin il y a vraiment pas grand-chose parce qu'en plus c'est des marais, hein, c'est des marais. Alors il faut savoir que Périgueux s'est installé vraiment au pied des monts Beni Chougran, c'est-à-dire les monts qui sont au sud d'Oran. Il y a une grande plaine au nord qui est la plaine de Labra. Labra, c'est la rivière qui passe au niveau de Périgueux, et une grande plaine marécageuse et tout ça qui est vraiment très très compliqué. Et on est dans, j'allais dire, bon, ce que tous les pieds noirs glorifient, entre guillemets, c'est-à-dire le côté pionnier et ainsi de suite. C'est-à-dire que vraiment, c'était pas évident à maîtriser tout cet endroit-là, mais il était assez important parce que d'abord on était tout près de Mascara, mais il fallait passer les montagnes pour arriver à Mascara. Et ensuite, on était donc entre la liaison entre l'Est et l'Ouest. Mais on pouvait se mettre que dans ce petit coin-là, entre les montagnes, au pied des montagnes, et au bord de cette plaine marécageuse et tout ça. C'est un tout petit endroit là. Et alors, il y a eu tout de suite les batailles avec les troupes d'Abdelkader. Enfin, je dis tout de suite, mais pas tout de suite en vérité. C'est-à-dire que les Français, ils arrivent à Oran, il faut toujours se rappeler, ils n'arrivent pas en 1830 à Oran. Hein. Ils arrivent à Alger, Sidi Ferrouche et tout ça en 1830, mais à Oran, ils arrivent en 1831, tout de suite en janvier 31. Et en janvier 31,
Ils vont donc arriver là, et en fait, ils vont se battre avec les troupes avec les troupes d'Abdelkader. Ils vont réussir même, enfin, ils vont se battre et puis ils vont réussir à établir un traité quand même, un traité de paix quoi, qui organise un tout petit peu les relations entre les deux parties. En 1834, par le général Desmichel, lui j'en avais déjà parlé, enfin peut-être pas dans un live, mais dans un article parce que il a décrit Oran au tout début comme ça. Et il a fait un petit traité de paix, mais en fait, ça n'a pas plu spécialement au gouvernement parce que ça arrangeait pas le gouvernement français ce traité de paix. Donc il a été viré, le général Desmichel, et puis il y en a un autre qui est arrivé, alors je me rappelle plus exactement, ouais, Trézel. Il est arrivé, lui, il a décidé que c'était pas bien ce traité-là, parce que ça a freiné le développement de la France, et il a voulu aller se battre contre les troupes d'Abdelkader sur la grande plaine de la Mecta, c'est-à-dire cette espèce de grand marais qu'il y a au nord de Périgueux, et il s'est pris une raclée, c'est en juillet 1835, par les troupes d'Abdelkader. Du coup, il s'est fait virer aussi, et il a été remplacé par un maréchal Cluzel. Et lui, il a décidé d'en finir avec les troupes d'Abdelkader et d'aller attaquer du côté de Mascara. Mais il n'a pas attaqué tout de suite du côté de Mascara. Mais enfin bon, il s'est dit c'est pas possible. Donc en juin 35, ils se sont pris une raclée et en novembre 1835, ils décident d'aller attaquer les troupes d'Abdelkader là, dans le fief d'Abdelkader, c'est-à-dire à Mascara. Et Mascara, il faut savoir que c'est à 35 km au sud de Périgueux, il faut juste traverser les montagnes par contre, donc ça c'est pas cool. Mais sinon, c'est tout près. Et en vérité, la bataille très importante contre Abdelkader, elle se trouve du côté de Périgueux, mais c'est vraiment tout près, au niveau de 4 petits marabouts. Alors j'avais une photographie, enfin pas une photographie, non, un dessin, quelque part par là que je vais essayer de retrouver. C'est quatre petits marabouts. Alors c'est un tableau. Moi je vous ai mis des flèches là où il y a 4 petits marabouts qui sont alignés comme ça. Alors je sais pas si vous voyez quelque chose, mais vous avez ici une grande bataille qui s'appelle, je sais plus comment ça s'appelle. C'est pas la bataille de Mascara, mais enfin c'est l'épopée. C'est pas l'épopée non plus. Je sais plus trop comment ils appellent ça. Enfin une grande bataille de Mascara qui se passe début décembre 1835. Et en fait, bon, très vite, ils vont battre les troupes d'Abdelkader, les Français, et c'est au niveau de Périgueux, là. C'est vraiment dans la région de Périgueux. Et le 6 décembre, Abdelkader, il décide d'évacuer complètement Mascara, parce que les Français commencent à passer les montagnes et à se diriger vers Mascara, donc ils évacuent Mascara. Ça veut dire qu'à partir de ce moment-là, ils installent une redoute, c'est-à-dire une espèce de petite fortification au niveau de Périgueux, là, et ils vont s'installer, mais il n'y a rien, il n'y a pas de village, il n'y a strictement rien, il y a une redoute militaire, et on est en 1835. Le village, ça va être pour un peu plus tard, quand même. 1838, il n'y a même pas de village non plus. Par contre, il y a un caravansérail. Un caravansérail, je vous en ai déjà parlé quand j'ai parlé du caravansérail d'Oran, c'est un espèce de grand bâtiment qui est là pour les voyageurs. Et en fait, il était là bien avant même l'arrivée des Français. Ça permettait aux voyageurs qui venaient du sud et qui allaient au nord de s'arrêter là, juste après le passage des montagnes. Ça permettait aux voyageurs qui arrivaient d'Alger et qui allaient vers Oran de s'arrêter là en chemin. Donc il y avait, de toute façon, Périgueux, c'est toujours un croisement entre le nord et le sud, et l'est et l'ouest. Donc il y avait ici un petit caravansérail. Et bon, ben, ils se sont installés là aussi, les militaires, 3 ans plus tard, ils y sont toujours. Et c'est en 1853, ça veut dire que c'est déjà, on est mais 15 ans plus tard. Et on est même quasiment 20 ans plus tard, la bataille d'Abdelkader. Ça veut dire que pendant 20 ans, il y a eu une bataille, on s'est débarrassé des troupes d'Abdelkader à ce niveau-là, même s'il y aura des révoltes en permanence, hein, c'est ça qu'il faut arriver à se mettre en tête aussi, c'est que de toute façon, ces gens-là, ces indigènes-là, ces troupes-là, ces nomades-là, ils sont tout le temps, ils sont quasiment tout le temps là, et il y a tout le temps des petites révoltes qui vont causer des soucis. Hein. Donc en 1853, conformément au plan de colonisation, il est envisagé de créer un centre au débouché de l'Abra. L'Abra, c'est la rivière qui passe au niveau de Périgueux, près de l'emplacement de la redoute, c'est-à-dire la petite fortification militaire. Une commission est dépêchée au début de l'année 53 sous la présidence du capitaine de génie, et les premiers colons vont arriver en 1855. Ça veut dire que c'est 20 ans après cette bataille-là. Donc en 1855, on peut commencer à dire qu'il y a un début de Périgueux, mais la ville, elle est officiellement fondée
en 1858, hein, donc 3 ans plus tard. Mais il y a des premiers colons qui viennent s'installer en 1855, 80 familles d'Européens qui arrivent pour la plupart de Saint-Denis-de-Sigue, qui sont juste à côté en fait, hein, vers l'ouest, hein, et qui vont venir s'installer ici. Mais alors c'est très compliqué de venir s'installer là, puisque c'est surtout des marais. Hein. Même si en fait la terre elle est bonne quand même, hein, la terre elle est bonne, mais le problème c'est qu'il y a des marais et ainsi de suite. Donc je vais essayer de ne pas trop traîner, mais pour dire que la terre était bonne quand même, elle coûtait assez cher, elle coûtait 140 à 254 francs pour l'hectare, alors que si on prend la Mitidja, qui est du côté d'Alger, la plaine d'Alger, là, ça coûtait 50 francs l'hectare. Donc c'est pour dire que du côté de Périgueux, c'était vraiment considéré comme une excellente terre. Et on va y installer un peu plus tard, en 1856, ce qu'ils appellent 128 feux, c'est-à-dire 128 foyers, des familles, quoi, en résumé. Et on va arriver avec la redoute de Périgueux, c'est-à-dire qu'on n'est pas encore avec le village de Périgueux, mais juste une redoute, une espèce de fortification où il y a 2256, qui fait 2256 hectares, et on est avec 80 familles, 128 feux, on doit être à 500 habitants, quelque chose comme ça. Quoi. Mais on n'est pas encore avec le village de Périgueux. Par contre, le village de Périgueux, c'est en 1858, et en 1857, c'est quand même ce qui a fait qu'il y a des gens qui viennent s'installer un peu plus, c'est qu'ils ouvrent la grande ligne de chemin de fer. Avant, c'est pas la peine. Il y avait voyage, il y avait un caravansérail, tout ce qu'on voudra, mais il n'y avait pas une ligne de chemin de fer. Ben, en 4 février 1857, ils installent la grande ligne de chemin de fer qui va d'Alger à Oran. Il n'y a pas encore la verticale, mais il y a l'est-ouest. Et à partir de là, quand même, il y a une ligne qui va de Alger à Oran, qui emprunte l'itinéraire Blida, Amoura, Orléansville, Le Sig et le Tetla. Et à partir de là, évidemment, ils vont créer le village de Périgueux, où il y aura la gare. Ça, c'est le 29 juillet 1858. Alors, tout ça pour dire que quand même, entre la bataille d'Abdelkader, où c'est un moment très important, où on libère en fait cet espace-là des troupes d'Abdelkader, hein, et où on la sécurise, et le moment où on crée Périgueux, mais il se passe quasiment 20-25 ans. Hein. Donc c'est un bon moment, et même quand ils vont arriver, les premiers colons, ça va quand même être super compliqué pour eux parce qu'il faut défricher les terres sous un soleil de plomb, déraciner les palmiers nains dont les racines s'enfoncent profondément. Les terres marécageuses abritent une faune hostile. Les moustiques véhiculent le paludisme. Enfin, tout ça, on connaît. Hein. De toute façon, la malaria et haute fièvre. La nuit, pour les plus isolés, il faut monter la garde parce qu'en plus, il y a des voleurs et des bandits de grands chemins qui rôdent autour des fermes. Certains renonceront rapidement et abandonneront leurs concessions à de plus courageux ou de plus obstinés. Et en fin de compte, ça va être encore une fois des Espagnols, surtout, qui vont arriver et qui vont remplacer plus ou moins ces premiers colons. Et les Espagnols, ils vont faire mais plus de 50% de la population, encore une fois, à ce niveau-là. Hein. Donc l'avantage c'est qu'eux ils connaissent super bien les techniques d'irrigation parce qu'ils arrivent de Valence, de Murcia, d'Almeria et que là-bas évidemment c'est un lieu d'irrigation très fort puisqu'il ne fait pas super chaud donc ils ont intérêt à maîtriser l'eau hein, parce que quand on veut faire pousser des agrumes, des vergers, tout ce qu'on voudra et tout ça, on a besoin de soleil, on a besoin d'eau. Alors le soleil en Algérie il y en a un paquet mais l'eau il faut arriver à la maîtriser et c'est pas évident, il y a que les Espagnols au fond qui maîtrisent bien ça. Bon, et c'est là qu'on arrive avec les histoires de barrage. Histoire de barrage, c'est-à-dire qu'ils arrivent quand même à cultiver des choses, mais ils comprennent bien qu'ils n'ont pas suffisamment d'eau. Ils vont chercher un peu dans les nappes, mais le problème c'est qu'ils ont de l'eau salée dans les nappes et que ça pose des tas de problèmes. L'eau salée, c'est pas fait pour les plantes. Hein. Donc il faut aller chercher de l'eau douce et alors ils vont commencer à construire des barrages. Alors je vais aller vite là aussi, hein, mais il y a 3 temps pour les barrages. Il y a un premier temps avec Dupré de Saint-Maur, c'est un type qui est super connu notamment à Oran parce qu'il tenait, enfin bon, il était, je sais plus trop quoi, il était président du conseil général d'Oran, quelque chose comme ça, la chambre des commerces. Et lui, il décide de faire acheter de couper, j'allais dire, tout le territoire là autour de Périgueux en petites parcelles de 1 hectare et de vendre aux personnes ces petites parcelles de 1 hectare, de manière à ce qu'en fait, toute cette terre-là n'appartienne pas à l'État, qui sinon on n'en fera rien, ou alors ça va mettre des années et des années à faire quelque chose, alors que si c'est les gens
qui possède toutes ces petites terres là, même à 1 hectare, et que ça coûte pas grand-chose, il arrive à faire en sorte que toute cette terre-là soit possédée par les gens, et à partir de là, lui, il va décider de construire un premier barrage, en 1865, si je me rappelle bien. Mais c'est un petit barrage de rien du tout, hein. Ça veut dire que c'est... Enfin, un petit barrage de rien du tout. Non, il n'est pas petit, mais il est très simple, c'est un espèce de mur, tout droit comme ça, qui doit faire, je sais pas, 120 mètres, 130 mètres, je me rappelle plus combien ils avaient dit, et qui va mettre quelques années à être construit. Et le problème, c'est que c'est quasiment l'année, c'est l'année d'ailleurs, en 1871, l'année où on inaugure le barrage, qu'il y a une super crue et que le barrage casse, 1871 ou 72. J'ai des dates contradictoires là-dessus, donc j'arrive pas trop à savoir. Mais on se retrouve avec ce premier barrage qui fait quand même des choses bien pendant quelques temps, mais qui casse. Bon, mais on le reconstruit assez vite, et en vrai dire, on en construit un autre, et là aussi j'ai des choses contradictoires, donc j'ai du mal à savoir précisément. Mais enfin, bon, par contre, ce qui est sûr, c'est qu'on va en construire un plus haut, dans les montagnes de Béni-Chougran, à une dizaine de kilomètres en amont de Périgueux. Il y a des hauteurs là, et il y a donc l'Abra qui circule là-dedans jusqu'à Périgueux. Et ils vont construire un super barrage en 1872 qui, lui, va permettre véritablement à Périgueux de prendre son envol, c'est-à-dire de multiplier par je ne sais pas combien la production de toute l'agriculture. Donc ça va être un gros point qui est franchi. Alors je vais essayer de retrouver quelques bricoles que je m'étais mise par là. À dater de 1875, donc il faut savoir que le barrage, donc c'est 1872, hein. À dater de 1875, le pays prospère rapidement et traverse une très heureuse période d'année, lorsqu'une terrible catastrophe survient, vient tout compromettre et menace de détruire toutes les espérances, le 15 décembre 1881. Donc ils ont eu 10 ans de tranquillité, où il y a vraiment eu une grande prospérité là qui s'est développée, la ville de Périgueux, c'est vraiment développé. Et le 15 décembre 1881, rupture du barrage, parce que il y a montée des eaux, il y a une crue très forte, et ça casse, qui produit une formidable inondation, et on dénombre 250 victimes. Et il faut savoir qu'à cette époque-là, Périgueux, ça fait 2000 habitants, quelque chose comme ça. Donc 250 victimes, ça fait quoi, un dixième, je crois. Un dixième, c'est énorme, hein. 250 victimes, de nombreuses maisons qui sont détruites, les voies ferrées qui sont coupées, et les ponts qui sont enlevés. Un profond découragement s'empare des colons qui voient détruire le fruit de longues années de travail, et grâce à monsieur Laurent. Alors Laurent, c'est le maire. Et j'ai même vu, alors j'ai eu du mal à voir parce que j'ai pas eu de plan précis de Périgueux, mais j'ai même vu qu'il y avait un quartier qui s'appelait Louis Laurent, au sud, je crois, de Périgueux, qui fait référence donc à ce maire-là. Maire de la ville, et du Forest, conseiller général. Les secours accordés permettront la reconstruction du barrage qui fut achevé en 1883. Donc ils reconstruisent très vite le barrage, et 2 ans plus tard, tac, il y a le nouveau barrage qui permet cette fois-ci à Périgueux vraiment parce qu'ils vont le construire encore plus grand en fait, il va faire 500 mètres de largeur, donc ça fait un très grand lac, avec beaucoup de pression qui s'accumule, et ils vont pouvoir gérer mais toute la plaine quasiment de l'Abra là, hein. Donc ça va leur faire quand même une surface de culture très importante. Et alors là, depuis cette époque, Périgueux progresse sans cesse, la ville s'embellit, les monuments publics et les édifices privés dénotent un confort qui n'exclut pas un brin de coquetterie. Donc ça veut dire que après cette deuxième rupture de barrage, c'est vraiment le lancement de Périgueux que tout le monde connaît, je pense. Enfin, je pense, tous ceux qui connaissent Périgueux connaissent. C'est la photo que je vous avais mise là. C'est-à-dire que vous avez ça. Tout en bas ici, vous avez le marché couvert, parce que évidemment, il y a énormément d'agriculture, mais il y a aussi, puisque c'est une plaine qui est vraiment très verte et très bien, il y a beaucoup d'animaux qui vont être, enfin, il y a beaucoup de, comment on appelle ça, enfin, il y a beaucoup d'élevage, voilà, il y a beaucoup d'élevage, il va y avoir des bœufs et tout ça, et ici, il va y avoir un marché pour vendre les animaux, pour les échanger, et ainsi de suite, donc très important marché à bestiaux. Juste en face, vous avez cette grande place. C'est comme partout, il y a les grandes places, hein. Sidi Bel Abbès, c'était la place Carnot, où il y avait tout le monde. À Oran, il y en a plusieurs, à vrai dire, mais enfin, il y a la place d'Armes, on va dire. Bah, ici, c'est ce qu'ils appellent la place de France, qui est là, place de France. Et alors, juste en face, on se retrouve avec la poste qui est là, juste devant l'église qui est là. Ça, c'est la mairie. Ça, en fait, c'est le presbytère. Le logement de l'institutrice, parce que juste au bout là-bas, ça va être l'école des filles. Et de l'autre côté, on va avoir l'école des garçons. Et derrière là, on a le jardin public avec une fontaine. Et si on file tout au bout là-bas, on a le monument aux morts.
Périgueux, c'est ça, hein, fondamentalement, le centre de Périgueux, c'est ça. Et d'un côté, le boulevard de Verdun, c'est le plus grand boulevard connu en fait, et de l'autre côté, le boulevard Anglade, là. Donc Périgueux, c'est cette espèce de truc, et il faut savoir que c'est orienté, ça, tac, alors ça, c'est vers le nord, et là-bas, on s'en va vers le sud. D'accord. Donc c'est assez, c'est pas évident à se repérer, mais une fois qu'on est arrivé à se repérer, ça va. Ce qui m'a manqué, c'est quand même juste un plan. Et tout le reste, après, c'est pas très grand, hein, c'est pas très grand. Et Périgueux, c'est Mohammedia actuellement, c'est pas super grand non plus. Je suis allé voir sur Google Earth. Ça va pas chercher très loin, c'est pas très étendu. Et je pense que donc avant 62, c'était pas très grand. C'était pas très grand. Il y a quelques faubourgs autour de ce centre-ville là qui est extrêmement carré comme ça. Hein. Ça me rappelle un peu Sidi Bel Abbès, mais c'est pas fabriqué par les militaires. Il n'y a pas de forteresse tout autour. Bon. Et cette ville-là, elle se développe vraiment hyper bien. Le jardin public est tracé avec un véritable goût artistique. Ça, je vous conseille d'aller voir les photos parce que c'est vrai que c'est vraiment très beau. Ces allées plantées de caoutchoutiers, de ficus et d'autres essences convergent vers le centre où s'élève un bassin pourvu d'un jet d'eau et un kiosque à musique. Alors, je pense qu'on le voit aussi, le kiosque à musique là, autour duquel des générations danseront. Les trottoirs des boulevards et des rues sont bordés d'arbres magnifiques et qui transforment les chaussées en allées ombragées sous d'épais feuillages. Alors en plus, il y a énormément d'orangers qui sont plantés un peu partout ici, parce que petit à petit, on a remplacé la vigne, qui en fait est toujours malade par le phylloxéra notamment, on va la remplacer par les agrumes, puisqu'il y a une maîtrise de l'eau qui est totale, si bien qu'on peut faire toute une culture d'agrumes, c'est-à-dire les orangers, les citronniers, et ainsi de suite, sauf que ça va être surtout les orangers en fait. Et donc on va même en mettre dans la ville partout, et il paraît que ça sent énormément l'oranger. Hein. On sent qu'il fait bon vivre dans cette charmante cité si hospitalière aux étrangers, tout semble la favoriser jusqu'à la compagnie CFA qui transfère d'Arzeux ses ateliers. C'est-à-dire que on va se retrouver avec donc le train qui va transférer tout ça. La compagnie ferroviaire d'Algérie, je pense que c'est à peu près ça, qui va transférer ses ateliers d'Arzeux, qui est au nord, hein, à Périgueux, et on va avoir donc les deux lignes, autour desquelles gravite une petite armée d'ouvriers et d'employés, pressentant que ce nœud ferroviaire deviendrait le plus important d'Algérie. Population globale de la commune atteint 8560 habitants, donc on est, je ne sais pas, au début du siècle, on va dire, hein, donc, dont 1558 Français, 3136 étrangers, et 3866 indigènes. Martin me dit mon grand-père a été muté d'Arzeux effectivement vers 1927. Bon, c'est sûr qu'ils déplacent tout du nord et ils vont se mettre en plein nœud ferroviaire. Vraiment au croisement, ça va devenir un nœud ferroviaire très important. Hein. Périgueux est tac tac tac. Le maire est secondé par 2 adjoints, 21 conseillers municipaux, 3 au titre d'indigènes. Le budget très important dépasse en retraite 160 000 francs. Comme dans toutes les communes algériennes, le poste le plus dépensier est celui des frais d'hospitalisation, 15 000 francs par an. Périgueux est doté de tous les édifices communaux, mairie, groupe scolaire, justice de paix, abattoirs. Alors les abattoirs, qu'est-ce que j'avais lu? Les abattoirs, c'est l'ancien caravansérail qui se trouve au sud-ouest de la ville, qui en fait est transformé en abattoir, et ajoutons l'usine électrique et la station de Monte. La ville est alimentée en eau potable par le barrage, en fait. C'est-à-dire que le barrage, il va servir surtout à l'irrigation, mais en fait, ils vont brancher des canaux là pour, à partir du barrage, amener l'eau potable, donc ils n'ont pas de problème d'eau potable. Et l'étendue du vignoble est 600 hectares, ça produit des vins de qualité moyenne. Les autres cultures comprennent le blé, l'orge, l'avoine, le maïs, les fèves, les cultures d'été et les fourrages, mais c'est surtout les plantations d'agrumes qui fournissent des oranges et des mandarines de qualité supérieure, très précoces, qui constituent avec les primeurs une importante source de revenus. Et les plantations d'oliviers se multiplient aussi. Bon, en résumé, ça se développe à fond. Et 1927, je crois. Non, 29. Non, 27, 29, je sais plus. Tac, tac, tac. Je vais me retrouver ça ici. J'arrive pas à savoir si c'est 27 ou 29. 1927, c'est ça. 1927, clac. De nouveau, le barrage qui casse. Et alors là, évidemment, c'est catastrophique, parce que Périgueux, c'est quand même beaucoup plus grand. Mais par contre, ils étaient beaucoup plus prévoyants qu'en 1881. Et je vous racontais juste l'anecdote, enfin, comment ça s'est passé. Hein. Au barrage, donc on est en novembre 1927, hein, constatant l'élévation du niveau d'eau,
Conséquence de ces pluies incessantes, l'ingénieur responsable décida alors d'ouvrir les vannes d'évacuation, c'est-à-dire pour faire diminuer le niveau de l'eau du bassin de rétention du barrage, de manière à ce que ça ne déborde pas ou que ça ne casse pas surtout le mur du barrage. Il ouvre les vannes d'évacuation, mais cette opération ne suffit pas à diminuer la pression qui s'exerçait sur le mur, sur l'ouvrage. En 24 heures, le niveau s'était élevé de 30 mètres, c'est énorme 30 mètres, ayant été alerté par l'ingénieur, le maire, Pascal Serre, très inquiet, mis en garde ses administrés car il convenait de se montrer vigilants. Les Périgolois avaient déjà donné. Les villageois dormaient tout habillés, prêts à se rendre sur une colline très proche pour se mettre à l'abri de la montée des eaux. Au matin du samedi 26 novembre, un sinistre craquement avertit l'ingénieur de service au barrage. Il se passait quelque chose d'anormal. Puis le barrage se mit à vibrer et soudain il s'effondra par son milieu. L'ouvrage était rompu et une vague gigantesque descendit à l'assaut de la plaine du Habra. Donc je rappelle que le Habra, c'est la rivière qui passe par Périgueux. Par téléphone, l'ingénieur avait pu avertir le maire qui donna aussitôt l'alarme. Le curé de l'église Saint-Martin fit sonner le tocsin, tandis que le chef de gare actionnait les sirènes du dépôt du chemin de fer. Ça va mettre, je crois, 3 quarts d'heure à arriver la vague, depuis les 10 km de hauteur où se trouve le barrage, jusqu'à Périgueux. Une population affolée. Affolée, la population se réfugia sur les hauteurs. Il me semble, Martine, que tu m'avais dit que ton père il s'était mis sur le toit, si je me rappelle bien. La population se réfugia sur les hauteurs ou dans les étages supérieurs des maisons. 3 quarts d'heure après l'annonce de la rupture du barrage, une vague immense déferla sur l'agglomération. Elle entraîna tout sur son passage. Le pont du chemin de fer fut emporté et lui il va être reconstruit en 3 mois très vite par le génie d'Alger qui va venir pour le remettre en place parce que sinon il n'y avait plus possibilité d'apporter toutes les vivres, toutes les nourritures, de tout ce qu'il y a à apporter à Périgueux et puis surtout à Oran et ainsi de suite. Salut Nawel. Entraînant tout sur son passage, le pont de chemin de fer fut emporté et les locomotives du dépôt furent balayées. Alors il y a des photographies, vous regarderez, vous tapez barrage Périgueux 1927 et vous voyez tous les dégâts. Il y a des locomotives qui sont par terre dans tous les sens. Marty me dit oui, il avait 4 ans, on le lui a raconté, ils ont préféré le toit terrasse. Ben ouais, apparemment c'était quand même les consignes, se mettre en hauteur. Ben, c'est horrible. Dans la plaine, les routes furent submergées, les vergers arrachés et les récoltes anéanties. Les eaux boueuses qui atteignaient 2 mètres de hauteur envahirent la plaine. Il était heureux que la catastrophe se soit déroulée en plein jour. La présence d'esprit de l'ingénieur chargé de la surveillance du barrage avait évité le pire. L'alerte avait été donnée à temps et il n'y eut pas de mort ce jour-là, sauf qu'il y en a quand même eu au niveau du village nègre, c'est-à-dire du village indigène qui se trouvait, je pense, à l'ouest de la ville, sur les bords de l'Abra, c'est-à-dire de la rivière. Et eux, évidemment, vu le petit village qu'ils avaient, qui n'était pas grand-chose, il y en a quelques-uns qui y sont passés là-dedans, malheureusement. Alors qu'au niveau des Européens, ils ont pu se mettre au-dessus de leur maison, et ainsi de suite. Bon, ensuite, quand le flot se retire, c'est le délire, évidemment, il va falloir nettoyer tout ça. Mais enfin, bon, apparemment, quand même, ça se passe pas trop mal, et ils arrivent à nettoyer assez vite. Bon, alors j'ai dit pas mal de choses. La dernière chose que je voulais dire quand même, c'était... lui, Vincent Montréal. Alors Montréal, que tu connais Martine, c'est ce monsieur qui est là. Vincent Montréal, lui, et ça je ne savais pas du tout, c'est quand même lui qui a fait en sorte que la clémentine puisse s'exporter vraiment. C'est-à-dire que le père Clément à Misserguine, il arrive à créer la clémentine à partir d'une petite anecdote où il y a des enfants qui trouvent ça et qui lui montrent, et patati patata, enfin ils voient. Mais bon, c'est pas lui qui va arriver à bien la commercialiser parce qu'il y a 2 problèmes avec la clémentine de Misserguine du père Clément. C'est que d'abord elle est trop petite, son calibre il est trop petit pour les normes commerciales, donc ça c'est un problème. Et ensuite il y a l'irrégularité de la production, c'est-à-dire que des fois ça va, mais des fois il y en a, puis des fois il y en a pas, en résumé. Bon ben ça, ce que Vincent Montréal va arriver à faire quand même, c'est à fabriquer une bonne clémentine qui est bonne au niveau du calibre et à faire en sorte que la production soit régulière et en grande quantité. Et ça, il va y arriver, je crois, j'ai pas réussi à trouver de date précise, mais dans les années 40 à peu près. Qu'est-ce qu'il fait au juste? Alors lui, il est né à Rélisane en 1906, mais il se marie en 1921 ou 31, je sais plus quoi, en 31, donc il a 25 ans, il se marie avec une fille, Marie Vuidès, dont le père possède des propriétés à Périgueux. Et le problème, c'est que le père, il va mourir d'une crise cardiaque, quelque chose comme ça, assez tôt.
et que Vincent Montréal, il va venir à Périgueux pour reprendre la ferme de son beau-père. Et bon, ben alors là, il va la faire, apparemment, il a le sens des affaires, hein, il va réussir à la développer vraiment bien comme il faut. Et surtout, il va arriver un peu comme le père Clément, par hasard, il voit dans un verger, dans un de ses vergers à lui, qui est plus ou moins abandonné, il voit un arbre qui possède ces clémentines-là, mais elles sont grosses, et puis je me semble bien, si j'avais vu, elles n'ont pas trop de pépins dedans. Donc il voit ça, il comprend instantanément, parce que lui il a le sens des affaires, contrairement au père Clément, qui n'est pas spécialement un agriculteur, j'allais dire. Lui il a le sens des affaires, et il va essayer de développer cette clémentine-là dans ses champs, et il va y arriver, il va leur donner un bon calibre, et il va arriver à en faire en grande quantité, si bien qu'il va exporter ça ensuite du côté de l'Italie, de l'Espagne, enfin partout à vrai dire, hein, partout, et il fait concurrence sans problème à l'Italie et à l'Espagne. Et alors lui, je le connaissais, ce Montréal-là qui a fait le succès de la clémentine véritable en fait, je le connaissais parce qu'à Oran, il y a le stade Montréal. Du moins, il y avait le stade Montréal. Et mon père m'en avait parlé, sauf que j'avais jamais cherché exactement ce que c'était ce Montréal-là. Bah, ce Montréal, c'est lui, parce qu'en fait, c'était un passionné de sport aussi. Et alors lui, il faisait de la boxe, c'était un champion d'athlétisme, il faisait du foot aussi, donc c'est pour ça qu'il s'est retrouvé à être très investi dans le monde sportif à Oran, et qu'il avait investi pas mal d'argent pour construire un stade important qui devait se trouver du côté d'Eckmühl, je pense, hein, si je me rappelle bien. Et alors, tac tac, il y a une dernière petite chose quand même, c'est qu'il a le sens des affaires et il va pas faire que la clémentine, ni rien, il va faire tout ce qui peut être jus de fruits, jus de légumes, etc., etc. Il crée une boîte qui s'appelle Scap Fruits et il va tout faire à partir de ça. Il se limite même pas à la clémentine. Bon, il a le sens des affaires en résumé, hein. Et il arrive à développer tout ça. Et ensuite, hein, comme tu l'as dit Martine tout à l'heure, bah, il se rapatrie à Nîmes après 62 et il fait encore plein de choses. Il continuera à se dévouer tant dans les organisations agricoles que dans les clubs sportifs et il est emporté par une crise cardiaque en 79. Voilà. Bon, ça c'est tout ce que j'ai pu glaner à droite et à gauche sur Périgueux. J'espère que j'ai pas trop dit de bêtises. Je regrette juste d'avoir pas eu un petit plan de Périgueux. Ça m'aurait bien aidé quand même si c'est pas grand Périgueux, hein. Donc une fois qu'on a vu le centre-ville, je pense qu'on a vu le principal. Mais j'aurais aimé bon, avoir notamment le quartier indigène pour être sûr d'où est-ce qu'il était, etc., etc. Bon, dernière petite chose, c'était un petit article que j'ai posté peut-être il y a 2 3 jours sur la modernisation des trains en Algérie. Je me suis dit, je vais en parler puisque Périgueux, ma foi, c'est les trains. Et qu'en Algérie actuellement, bah, ça a l'air de bouger un petit peu au niveau des trains, même s'il faut toujours se méfier des informations qu'on a, parce que les choses paraissent merveilleuses, et puis derrière, on se rend compte qu'elles ne se mettent pas en place bien souvent, ce qui est quand même regrettable. Mais bon, là, il y a 2 choses qui me fascinent. La première, quand même, c'est le système de climatisation qu'ils vont mettre en place. Et ça, c'est pas trop mal, parce que je sais même pas comment ils arrivent à vivre sans système de climatisation dans un train entre Oran et Alger. C'est quand même chaud. Et alors, le deuxième, qui me questionne, c'est un programme de rénovation de 232 voitures a d'ailleurs été lancé en attendant la connexion Internet à bord. Nous, voilà, la connexion Internet à bord, elle marche super mal à bord des trains, hein. Le moins qu'on puisse dire, c'est que quand on veut se mettre avec son portable et avoir des connexions, une fois sur deux, ça passe pas. Bon, ben, ils sont motivés là, ils veulent mettre des ports USB sur les accoudoirs des sièges, l'installation de tableaux d'affichage pour pouvoir lire des contenus numériques dans le train. Donc ils ont l'air assez motivés. Les nouvelles rames sont également munies du système de localisation et elles devront dans le futur être connectées à Internet. Bon, ben, j'ai qu'une chose à dire, j'espère que vraiment ça va marcher parce que j'aimerais bien pouvoir aller à Oran, même prendre le train peut-être pour aller faire un tour du côté d'Alger parce que je suis jamais allé et pouvoir profiter d'une vraie connexion Internet. Ça serait quand même pas mal. Et je trouve que, ben, une fois, ça me ferait plaisir, d'autant plus que moi j'avais mon grand-père qui était dans les cheminots, qui était cheminot aussi, était dans les trains. Donc j'ai une petite histoire avec les trains, et j'aimerais bien que les trains à Oran deviennent efficaces. Ça m'arrangerait bien pour pouvoir aller faire un tour du côté d'Alger. Bon, voilà ce que j'avais à dire sur Périgueux. J'ai un repas qui m'attend dans 3 quarts d'heure, donc je ne vais pas m'éterniser outre mesure. Je vous remercie d'avoir participé. Nawel, je suis content de t'avoir vu. Ça faisait longtemps que je ne t'avais pas vu passer, donc je te salue. Martine, merci d'avoir participé. Quant à ceux qui verront en replay, je les salue. On se retrouve jeudi. Jeudi, je pense que je vais faire les tramways à Oran. Je pense, c'est pas sûr. Et je pense que lundi prochain,
je fais Rio Salado parce que c'est un truc que j'ai envie de faire, qu'on m'a un peu demandé, et comme j'ai mon grand-père qui y était, comme je dois contacter, que je l'ai toujours pas fait, et que c'est pas bien, mais j'ai pas trop de temps aussi, je vais faire, je pense, Rio Salado lundi prochain. Sur ces belles paroles, je vous salue et je vous dis à jeudi 19 h pour les tramways à Orange, je pense. Ciao!